BFM TV, 8 novembre 2024. Un ministre exfiltré après un échange tendu avec les salariés de l'usine Michelin de Cholet. Vous n'avez rien fait pour nous. Quelques secondes plus tôt, au milieu des huées, le ministre de l'Industrie tente tout de même de détailler ses annonces. La manière dont les annonces ont été faites, Marc Ferracci. sans la présence de la direction, est une manière qui n'est pas acceptable et j'ai eu l'occasion de le dire à tout le monde. La France championne d'Europe de l'attractivité, c'était le message porté par Emmanuel Macron et le gouvernement au sommet Choose France de mai dernier. Politique de l'offre assumée devant quelques 180 patrons mondiaux pour annoncer des investissements étrangers importants. Depuis, l'instabilité politique hexagonale a eu quelque peu tendance à échauder les investisseurs et surtout de façon structurelle. C'est une faiblesse de la demande qui mine le continent européen. Dans ce contexte que nous dit la multiplication ces derniers mois des défaillances d'entreprises et des suppressions massives d'emplois, quelle dynamique chez les cadres et professions intermédiaires qui ne sont pas épargnés par ces phénomènes et quelle réindustrialisation aujourd'hui et demain. Bienvenue. Perspective, le podcast de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Autour de cette table, Fabienne Tato, bonjour. Bonjour. Secrétaire nationale de l'UGIC CGT et représentante de la CGT au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. À côté de vous, Catherine Emery, bonjour. Bonjour. Déléguée syndicale CGT à Sanofi, où vous êtes technicienne chimiste. Et Anaïs Voigilis, bonjour. Bonjour. Docteur en géographie, chercheuse associée à l'IAE de Poitiers. Et puis je précise que vous travaillez aussi dans le privé. Vous êtes cadre dirigeante d'une entreprise de la chimie. Merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation. On va partir de l'actualité avec la situation de l'emploi qui s'est dégradée en 2024, particulièrement en fin d'année sur le 4e trimestre. Très nette hausse des inscrits à France Travail en catégorie A, plus forte sur un trimestre en une décennie à près de 4%. De son côté, Fabienne Tato, la CGT dénombre quelques 200 000 emplois supprimés ou menacés, les deux, c'est important, depuis septembre 2023, rejoignant une estimation du cabinet Altares. Alors chez les ingés cadres tech agents de maîtrise, le chômage y reste classiquement inférieur aux autres groupes socio-professionnels, mais il est impacté également, Fabienne Tato. Comment ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut casser aujourd'hui le mythe du cadre protégé du chômage. On a des chiffres alarmants. C'est ce que nous dit l'APEC notamment, avec une progression jamais vue depuis les années 90, comme vous le disiez. L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui est un organisme paritaire. Hein, ouais. Exactement. Donc, si on regarde les chiffres, en fait, on n'a plus que doublé le nombre de demandeurs d'emploi parmi les cadres. Et si on regarde de plus près, ça mérite aussi d'être creusé, on a aussi une problématique particulière sur l'emploi cadre parmi les seniors qui ont beaucoup plus de mal à retrouver un emploi. Donc, c'est aussi une dimension importante à prendre en compte. Voilà, la sonnette d'alarme est vraiment tirée sur le niveau aujourd'hui auquel l'économie est touchée, puisque toutes les catégories de salariés sont touchées, y compris les cadres, mais y compris aussi les professions techniciennes. Même si c'est pour l'instant encore dans une moindre mesure, il y a quand même des effets de cascade qui se jouent dans la structuration de l'emploi et dans les territoires. Avec une accélération récemment, là où Alors, ce que nous donne comme information l'APEC, c'est qu'on est sur une augmentation en un an de 1,1 point, ce qui est quand même très 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 important par rapport à la dynamique. Donc sur les cadres, là, ouais. Ouais, sur les cadres. Donc c'est une accélération qui doit nous alarmer et qui démontre qu'il y a une extrême fragilisation de l'industrie en fait. Anaïs Voigilis, est-ce que vous êtes surprise par ce sursaut du chômage et par l'impact qu'il a sur les professions qualifiées ? En fait, on ne peut pas être surpris du sursaut du chômage quand on voit que depuis maintenant presque un an, on a une multiplication des annonces, soit de fermeture d'usines, soit de mise sous cocon d'ateliers, soit de réduction des effectifs. Si on prend par exemple l'exemple du secteur de la chimie, aujourd'hui vous avez 80% des entreprises de la chimie qui annoncent vouloir avoir des plans d'économie, dont 30% qui commencent à parler de réflexion sur des plans de sauvegarde sur l'emploi. Donc mécaniquement, si l'industrie détruit de l'emploi, eh bien, on a une augmentation du taux de chômage parce que, par ailleurs, l'économie n'est pas capable de générer d'emplois dans d'autres secteurs. Et on voit bien que la réindustrialisation
qui semblait s'amorcer sur la période 2021-2023, eh bien, elle connaît un coup d'arrêt, c'est-à-dire c'est non seulement les entreprises existantes qui sont en train de connaître de grandes difficultés, mais les entreprises qu'on pensait qui allaient créer des emplois, notamment toutes les start-up industrielles, mais aussi les emplois qui devaient être créés à travers les investissements directs étrangers, les IDE dont vous parliez en introduction là, avec Choose France, et ben, ne se traduisent pas en création d'emplois comme on l'espérait, parce que finalement c'est toute l'économie qui est en difficulté. Et si on essaye de comprendre pourquoi, je pense qu'il y a à la fois un rattrapage post-Covid, parce que les plans garantis par l'État, les prêts garantis par l'État, les PGE, commencent à devenir exigibles. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui ne se sont peut-être pas questionnées sur leur modèle tant qu'elles en avaient les moyens, et donc qui se retrouvent aujourd'hui confrontées à ce mur finalement de la dette et avec une incapacité à rembourser. De défaillance d'entreprise massive, là, c'est ça? Oui, là on a une augmentation, on est sur des niveaux de ce qu'on connaissait bien plus élevés qu'avant le Covid. On a un prix de l'énergie cher, et donc si je reprends... Le quoi qu'il en coûte était un airbag, il est percé là, c'est ça? Ouais, c'est très clairement, aujourd'hui on se rend compte qu'on a un phénomène de rattrapage, même si on essaie de nous dire que non. Et puis après, il y a deux autres facteurs qu'il faut regarder. C'est le prix de l'énergie qui est structurellement plus haut en Europe qu'ailleurs dans le monde. Et ça, pour les entreprises, notamment, si je reprends l'exemple de la chimie, qui sont très dépendantes de la question du prix de l'énergie, c'est un impact et une demande. Ce que vous évoquiez, qui est atone en Europe, on a une très faible demande, mais en plus qui est... d'autant plus un sujet d'autant plus problématique que la Chine a elle-même un tassement de sa demande, donc elle cherche à des débouchés de marché vers l'Europe, d'autant plus qu'elle a du mal à accéder aujourd'hui au marché américain qui est en train de se fermer avec toutes les mesures prises par Biden puis par Trump. Donc on a vraiment une situation d'étau, à la fois une demande qui est faiblement dynamique, une structure de coûts qui augmente et qui est sur... On a tendance à parler dans le débat public des salaires, mais en fait, c'est beaucoup d'autres postes de coûts qui augmentent, et notamment énergie, matières premières, et la rivalité avec les autres États dans ce contexte géopolitique qui n'est pas évident. Et donc, si on a des destructions d'emplois dans l'industrie de manière générale, ça touche forcément les cadres, et je pense que ça va toucher peut-être même plus les cadres aujourd'hui que ce qu'on a pu connaître dans des plans sociaux des années 80-90, parce qu'on a aussi une évolution de la structure de l'emploi, et on a de plus en plus de cadres dans les entreprises, et donc par effet mécanique, ça touche aussi les populations de cadres, et donc peut-être que la question qu'on pourrait se poser, c'est pendant longtemps, moi j'entendais toujours dire c'est le plein emploi chez les cadres, l'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est est-ce qu'on arrive aussi à la fin du plein emploi, et donc plus personne n'est préservé d'un risque. Les cadres donc touchés par la désindustrialisation, quand on a l'image d'une usine qui ferme, on pense à des ouvriers. Fabienne Tato, une réaction à ce qu'elle t'a dit? Déjà, peut-être, il y a quand même un chiffre extrêmement marquant. Tout à l'heure, vous demandiez quelle était l'accélération. Les chiffres que l'on a disent qu'on a une accélération de 14% sur le chômage des cadres, comparé à celle chez les employés ouvriers qui est d'environ 3%. Je donne les grandes lignes pour retenir les chiffres. Donc, elle est vraiment extrêmement importante. Et par ailleurs, donc ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de manière très, très, très significative parmi l'encadrement. Et dans la structuration du salariat aujourd'hui, on est sur des niveaux de structuration avec une part des cadres qui est quand même à 51% aujourd'hui. Donc, du coup, l'effet est quand même assez massif de ces évolutions. Dans l'emploi général? Oui. Un G4 technicien agent de maîtrise. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre en considération d'ailleurs l'impact de la désindustrialisation et du chômage sur les professions techniciennes et intermédiaires. À propos on a parlé de chimie, à propos de chimie, Catherine Emery à Sanofi, donc grand groupe évidemment pharmaceutique, c'est la structure en fait de l'emploi qui évolue beaucoup, en particulier ces 20 dernières années, avec une montée là, du nombre de cadres et une baisse en parallèle des professions intermédiaires dont vous faites partie en tant que technicienne, et baisse des ouvriers employés, Catherine Emery. Oui, en fait, Sanofi, sur les 10 dernières années, nous étions à peu près en France 30 000 salariés, groupe, toutes catégories professionnelles confondues. Nous ne sommes plus que 19 700 aujourd'hui. Avec la vente de notre pôle médicaments grand public, dont vous avez sûrement entendu parler, avec notre filiale Opella qui va être vendue à un fonds américain ces jours-ci. Ça a été annoncé mardi. C'est l'exemple emblématique. Le Doliprane est le médicament phare, mais en fait, il y a 130 médicaments qui font partie de la corbeille d'Opella. Pourquoi Sanofi se sépare-t-il de sa filiale qui produit Doliprane et de ses 5 milliards de chiffre d'affaires? France 24. Le groupe invoque
un choix stratégique. 12 octobre 2024. Le cœur d'activité de Sanofi est d'abord d'investir dans la recherche pour trouver de nouveaux vaccins et médicaments. L'une des questions, aujourd'hui, est de savoir si l'américain CDR pourrait délocaliser la production hors de France. L'objectif de la direction monde, c'est en France de passer à un effectif de moins de 10 000 salariés à l'horizon 2030. Avec comme moteur la digitalisation et l'implémentation de l'intelligence artificielle. Parallèlement, en recherche et développement, il y a ça évolue très vite. Notre nouveau patron monde, lui a comme vision un modèle type Pfizer qui est uniquement racheter des licences et faire fabriquer à des sous-traitants. Et ce serait même en France nos propres usines qui pourraient être séparées de Sanofi et être sous-traitants. Externaliser les propres usines de Sanofi. Parce que c'est l'illustration un peu de la fameuse formule du patron Serge Touroux il y a quelques années déjà de l'entreprise sans usine en fait. Voilà, tout à fait. En fait, Pfizer a fabriqué son vaccin Covid pendant la crise Covid, donc 2020. Sur ce modèle-là, en fait, Pfizer n'a très très peu d'usines dans le monde. Donc, ils ont c'est BioNTech qui a fabriqué qui était une start-up qui a fabriqué le vaccin. Qui a participé à le développer, oui, voilà. Avec Pfizer. Pfizer a racheté la licence et l'a fait même développer pour la France. Sanofi a fabriqué le médicament, Alors, le vaccin de Pfizer. C'est que Sanofi, qui n'a pas réussi à faire de vaccin, s'est mis à fabriquer le vaccin de Pfizer. Oui, et Sanofi n'y a pas cru. A cru comme la grippe, le H1N1, n'a pas cru que le virus allait être aussi impactant pour la santé mondiale. Et puis, en fait, très vite, comme Pfizer avait un vaccin à développer, Sanofi n'a pas cherché tant que ça à le développer et a préféré fabriquer le vaccin Pfizer. De ce que vous dites, c'est que c'est cette politique assumée d'externalisation de la recherche et développement et de la production qui explique un effondrement en 20 ans du nombre d'ouvriers employés et de professions intermédiaires chez Sanofi. En revanche, une montée des cadres. Quoi. Alors, ça va être une entreprise de cadres Alors, en R&D, effectivement, on est à peu près à 51% de cadres dans le groupe en France. Et plutôt, on est en train de passer très rapidement à 80% des salariés de la R&D. Mais attention, ça s'accompagne avec une chute de moitié des effectifs de la R&D. Donc, et là, l'évolution actuelle, c'est effectivement de se séparer de ces techniciens. Et le modèle de notre directeur monde, c'est donc du coup de n'acheter que des licences et donc de garder qu'un très très petit nombre de cadres très fortement diplômés et pour être capable de gérer la sous-traitance, faire des appels d'offres, aller voir, gérer, trouver les pépites, les futurs, ce qu'ils appellent les blockbusters, c'est-à-dire un médicament qui fasse plus de 1 milliard de chiffre d'affaires. Ça s'appelle un blockbuster, comme à Hollywood. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce médicament-là qu'on recherche dans des startups. Et puis, ils disent quelques centaines, mais à peine dans le monde de cadres très, très hautement qualifiés. Fabienne Tato. Oui, là, ce témoignage, je trouve très éloquent du modèle sur lequel se sont positionnées les sociétés dans leur ensemble, les grandes entreprises, notamment celles du CAC 40, on les pointe souvent. C'est celle, en fait, de la balkanisation de leur activité et de leur déresponsabilisation sociale et environnementale, par ailleurs aussi. En fait, ils externalisent tous les risques sociaux et de recherche sur des petites entreprises, sur des startups. Et je crois, je ne sais pas si c'est le cas à Sanofi, mais ils vont même jusqu'à inciter des cadres en fait, à devenir des start-upers, à créer leur propre petite boîte de recherche et à prendre finalement tous les risques en étant des moins-disants sociaux, parce qu'ils n'ont plus à ce moment-là de protection sociale, ils n'ont pas la même protection sociale que celle
qu'ils avaient dans leur entreprise. Donc on est vraiment sur une explosion en fait du modèle social et un recul extrêmement important qui s'accompagne aussi, je reviens sur la recherche, à une vraie problématique en France sur la situation des chercheurs. En fait, pour relancer une industrie, on a besoin d'avoir une recherche. Ça veut dire des niveaux de financement de la recherche, mais aussi des chercheurs qui sont bien dans leur emploi. Alors en fait, les chercheurs sont extrêmement précarisés, très mal payés comparés à d'autres pays. Anaïs Ouagelis. Je vais essayer de compléter, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Je pense qu'il y a 4 points qui sont intéressants d'aborder. Un, c'est ce qui est évoqué là avec la stratégie d'un certain nombre de grands groupes. On pense à Sanofi, mais on pourrait trouver d'autres exemples qu'on a vus dans le secteur automobile, avec une sorte de double stratégie, soit d'externalisation des activités de fabrication, et ça a été très en vogue à partir du discours de Serge Chourouk, mais c'est un modèle qui a été largement diffusé aux États-Unis. On regarde des entreprises comme Nike, par exemple, elles vendent des produits physiques, mais elles n'ont plus d'outils de production. Donc cette externalisation est fondée là-dessus un peu. Voilà, et même il y a certaines entreprises qui se fondent de cette manière-là. On confie la production à d'autres. Alors parfois c'est en France en conservant des usines en France, mais en les vendant à des gens qui vont se spécialiser sur certaines activités, soit en délocalisant complètement la production à l'étranger. Et ça, il y a énormément de grands groupes qui l'ont fait. La deuxième chose, c'est au-delà de l'externalisation de la production, on a commencé à le voir, c'est l'externalisation ou la délocalisation des activités de R&D. Alors soit on conserve ces activités à l'intérieur du groupe, mais on les déplace dans des pays moins disants sur le plan social et à coût du travail plus faible. C'est ce qu'on a vu beaucoup en Inde. Par exemple, Valeo a énormément de chercheurs qui sont aujourd'hui en Inde, ou l'externalisation de ces activités. Et notamment, il y a aussi pas mal d'activités, alors je dirais peut-être moins qualifiées, mais c'est un côté péjoratif de le formuler comme ça, mais il y a eu aussi tout ce mouvement d'externalisation des fonctions dites support. On pense notamment à des activités de paie, etc., qui ont pu être soit confiées à d'autres, soit délocalisées dans des pays aussi à bas coût. La deuxième chose, c'est qu'il est intéressant de regarder le comportement de ces grands groupes à l'aune de leur responsabilité aussi dans la désindustrialisation de la France, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas le résumé finalement des activités industriels en France. Ils sont souvent des donneurs d'ordre à d'autres activités, à des entreprises souvent beaucoup plus petites, pour lesquelles ils ont pu avoir des comportements qui ont favorisé la désindustrialisation, soit en arrêtant brutalement des commandes. Et c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment dans l'industrie automobile, avec la conversion de véhicules thermiques vers le véhicule électrique, et beaucoup de fonderies qui sont retrouvées avec plus de demandes de leurs donneurs d'ordre, et donc qui se retrouvent dans une obligation de fermer. Mais également, pendant très longtemps, c'était le non-respect de délais de paiement, donc ce qui a mis dans la difficulté des fournisseurs. Aujourd'hui, avec la loi LME, les délais de paiement sont mieux respectés, mais pendant plusieurs années, ça a été des choses assez désastreuses pour le tissu industriel. La troisième chose, je pense, c'est que ça nous questionne vraiment en termes de politique publique et de stratégie de réindustrialisation, si on se pose d'un point de vue de l'État. Un groupe comme Sanofi a été massivement aidé au moment du Covid, notamment pour essayer de trouver une réponse en produisant un vaccin. Et donc, on peut se poser la question on subventionne massivement d'un côté et ça induit de la destruction d'emplois de l'autre, parce que le groupe revoit sa stratégie. Et donc, c'est comment est-ce qu'à un moment, on s'assure que l'aide publique, elle permette bien de garder de l'emploi et de l'activité sur le territoire, mais aussi la répartition de la valeur au sein des filières. Donc, je parlais des entreprises qui sont un peu en situation de dépendance de leur ordre, mais c'est vraiment comment on répartit la valeur dans une entreprise entre les actionnaires de l'entreprise, les dirigeants et ensuite l'ensemble des salariés, mais aussi au sein des chaînes de valeur, parce que quand on confie la production à une autre entreprise, en général, elle le fait dans des conditions qui vont être un peu moins disantes et avec, elle aussi, une obligation de compresser ses coûts, puisque celui qui va acheter le produit va demander en général d'avoir des optimisations. La dernière chose qui se pose, à mon avis, dans ce contexte, c'est la structure du capital et la gouvernance des entreprises, puisque les grands groupes français se sont massivement internationalisés, donc ce qui permet de contribuer au rayonnement de la France dans le monde entier, de créer des emplois et d'une certaine manière, à certains, de garder des activités. Mais cette internationalisation, elle se fait souvent aussi au détriment du territoire français, et avec une gouvernance qui s'internationalise aussi. Et plus votre gouvernance est internationalisée, moins votre sensibilité pour le territoire France ou européen va être important. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on peut rééquilibrer ou mettre des garde-fous. Est-ce qu'on doit avoir un actionnariat public
joue plus son rôle, et donc ça demande à l'État d'avoir une vraie vision de ce qu'il fait de ses participations, et à mon avis aujourd'hui on est faible là-dessus. La question de la place des salariés dans les conseils d'administration, et peut-être la question aussi de la répartition du capital, avec une place donnée plus importante aux salariés dans l'accès au capital pour faire des mécanismes de garde-fou. On va absolument y venir. Si on reprend la logique sur plusieurs décennies, quand j'étais petit, dans les dernières décennies du siècle passé, le récit, ce qu'on nous expliquait, c'est que la tertiarisation, dans le cadre de la mondialisation, notre économie allait se concentrer sur l'amont et l'aval de la production, donc la conception et les services, réputés à plus forte valeur ajoutée, et qu'il ne fallait pas tellement s'inquiéter du fait que les ouvriers seraient en Chine ou en Europe de l'Est, puisque nous allions tous être des professions qualifiées, y compris quand ma génération étions au collège et au lycée. C'est le récit qui nous était donné de cette tertiarisation dans le cadre de la mondialisation. Est-ce que ce qui n'a pas été anticipé, c'est que finalement ces pays-là se sont mis eux aussi à avoir des professions qualifiées. C'était peut-être même un péché d'orgueil de la part des gens qui avaient pensé ça comme ça, et qu'aujourd'hui ces emplois-là sont délocalisés eux-mêmes. Anaïs Voigelis. En fait, c'est tout à fait ça. Il y a une sorte soit de grande naïveté, soit de grande hypocrisie de penser que les pays à qui nous confions notre production n'auraient pas à un moment envie d'aller remonter les chaînes de valeur pour à la fois eux-mêmes se développer. Je veux dire, et aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est que si on prend l'exemple de la Chine, qui a considérablement remonté les chaînes de valeur, elle est aujourd'hui en train de nous ringardiser sur les technologies qui sont nécessaires à la transition écologique, sur peut-être les industries de demain. Et donc, on se rend compte qu'on est à la traîne, parce qu'il y a vraiment un lien qui doit se faire entre les activités de conception de R&D et les activités de production. Et les pays qui ont réussi à garder ce lien fort, on se rend compte qu'ils sont aussi beaucoup plus forts en termes d'innovation, puisque on a des échanges réguliers entre les usines, ceux qui innovent, parce qu'on ne peut pas avoir une innovation qu'on ne peut pas traduire en produit qu'on peut industrialiser. De la même manière, l'industrialisation, elle permet aussi d'améliorer la R&D. Donc les deux se font ensemble. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on se rend compte que cette stratégie n'était pas bonne. Et de la même manière, je pense qu'il y avait aussi une illusion de se dire qu'on allait créer des emplois qualifiés et rémunérés comme on pouvait l'avoir dans l'industrie, même si l'industrie, elle n'est pas sans défaut et sans critique, hein, elle est loin d'être parfaite. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a détruit de l'emploi dans l'industrie, où vous aviez à la fois des conventions collectives qui étaient peut-être plus protectrices, des rémunérations qui étaient plus élevées, pour des activités avec des conventions moins protectrices, où on a aussi paupérisé, c'est-à-dire on a besoin de logistique, mais aujourd'hui, la réalité est que la logistique, elle est moins rémunératrice, moins créatrice de valeur que une activité industrielle, et on n'a pas réussi à recréer ça. Et d'une certaine manière, on a aussi pas posé la question du travail, le sens qu'on donne au travail, le travail qu'on voulait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a développé massivement ? C'est aussi des emplois de gens qui sont auto-entrepreneurs dans des métiers de services où ils ne sont nullement protégés, et donc on a aussi cassé tous les mécanismes de défense collective qu'on pouvait construire. Et donc ça a été un échec. On a créé certes des emplois à forte valeur ajoutée, mais on a aussi créé toutes sortes d'emplois extrêmement précaires et dépendants des arbitrages des uns et des autres. Perspective. Clément Olivier. Catherine Emery, est-ce que vous voyez des illustrations? Alors oui, tout à fait. Alors en ce qui concerne les emplois qualifiés, c'est vrai que chez Sanofi, nous sommes passés au départ, le modèle, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était les chimistes, l'industrie chimie, donc qui avait sa convention chimique, qui étaient des producteurs de produits chimiques, qui fabriquaient les principes actifs pour la pharmacie. Sanofi, dans les années c'était 2000-2004, quand ils ont racheté Rhône-Poulenc-Crorer et puis d'autres Sanofi, c'est devenu Sanofi Aventis, puis Sanofi, on nous a fait passer à la convention pharmacie. La convention pharmacie, c'est une convention qui ne fabrique pas, c'était une convention qui était pour des pharmaciens, des officines. Donc, on avait il n'y avait pas les coefficients comme il y avait dans l'industrie chimique. Donc, en fait, on a artificiellement fait passer les ouvriers au statut de techniciens et des techniciens
statut de cadre, mais en fait, n'empêche que c'était toujours les mêmes qui fabriquaient et qui... donc, on a fait évoluer, on a dit on va vous faire évoluer, mais en fait, dans les faits, il reste les fabricants, les techniciens et puis les cadres. Alors, ce que je vois aussi, c'est... nous, en ce moment, on a notre direction a une politique d'ubérisation. C'est-à-dire, on va fabriquer, on va délocaliser même notre recherche dans les hubs. Même, alors, on a des hubs en Inde ou des endroits où en fait, on a toutes les industries... Pays émergents comme ça, ouais. Oui. Alors, toutes les industries... Si tant est que la notion de pays émergent soit toujours pertinente, mais oui, on a bien compris. Donc, il y a l'Inde, il y a la Hongrie, et même maintenant, il y a la Colombie. Parce qu'ils se sont rendus compte que, aussi bien en Inde qu'en Hongrie, il commence à y avoir de la concurrence. Et quand M. Macron nous disait à une époque il faut traverser la rue, c'est pas en France qu'il faut traverser la rue pour avoir un meilleur emploi, c'est en Inde et même à Budapest. Donc maintenant, leur vision, c'est d'aller en Colombie, parce qu'il semblerait qu'il y ait encore un moyen de fidéliser ces salariés. Et donc ça et donc l'emploi cadre va là-bas, parce que c'est là-bas dont ils ont besoin aussi pour gérer les productions de principes actifs. Et aussi quand vous parliez de la Chine, nos produits chimiques nos principes actifs viennent beaucoup de Chine. Et on s'est rendu compte pendant le Covid qu'en fait, quand ils nous fabriquent le principe actif du Doliprane, quand la Chine en a besoin, ça n'arrive plus en France. Et donc, il y a un vrai risque de souveraineté sanitaire en ce qui concerne Sanofi, mais j'imagine souveraineté dans plein de domaines de l'industrie avec ces politiques-là. Dès jeudi, nous lancerons une initiative Emmanuel Macron de relocalisation de certaines productions critiques. 16 juin 2020. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Tout le monde l'a vécu. Et donc nous devons, au-delà de nous poser la question, en tirer toutes les conséquences. Et je souhaite d'ailleurs qu'avec Sanofi, nous continuions dans cet esprit de partenariat à pleinement réengager ce dialogue, d'ailleurs gagnant-gagnant, ou parce que nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements. On pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Et dernier, qui n'est pas un détail, notre direction financière nous a annoncé qu'avec l'arrivée de Trump et effectivement un prix de l'énergie qui est beaucoup plus stable et moins cher aux États-Unis, il y avait un fort risque que nos industries soient relocalisées aux États-Unis, ce qui est quand même un changement au niveau mondial assez impressionnant, quoi, de potentiellement partir de la Chine ou partir de l'Inde pour envoyer nos industries aux États-Unis. Fabienne Tadevaux. Oui, les témoignages, là, je pense qu'ils sont assez illustratifs du fait qu'on est aujourd'hui face à des entreprises financiarisées qui n'ont pas de stratégie industrielle, qui n'exercent pas leur responsabilité vis-à-vis des territoires sur lesquels elles sont implantées, qui leur a apporté des moyens. Et donc, ce sont des stratégies qui sont complètement mortifères à la fois pour la souveraineté industrielle du pays, pour répondre aux besoins de la population. C'est ce que vous veniez d'expliquer là. C'est des stratégies qui poussent la concurrence le plus loin possible, avec stratégie de rachat des brevets, en rachetant des entreprises, puis en licenciant les salariés pour revendre avec du profit. Il n'y a pas de limite. Là, on est sur l'ubérisation, mais en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Mais ce modèle-là n'est pas du tout un modèle... il faut dépasser ce modèle-là, et c'est ce qu'essaye de faire la CGT au travers de ses propositions, pour rebâtir un modèle d'entreprise qui soit vraiment
dont la gouvernance permet en fait d'exercer et de mettre en place une stratégie industrielle sur toute la chaîne. C'est à la fois sur la chaîne de valeur de la production, mais c'est aussi dans la stratégie sur les besoins de compétences, la formation. On est en capacité, quand on est dans une entreprise qui a une stratégie industrielle, d'anticiper les transformations futures, les mutations, ce qui n'est pas du tout fait aujourd'hui. Non. Par exemple, alors qu'on est complètement percuté par l'intelligence artificielle qui vient bouleverser les conditions de travail et le contenu du travail également. Voilà, donc c'est clair qu'aujourd'hui, une entreprise financiarisée n'est pas en capacité de répondre aux besoins de la population et d'une nation, ça c'est sûr. Et quand vous parlez de stratégie, et puis nous, quand on pose la direction à notre en recherche et développement de Sanofi, qui n'est pas une petite entreprise et qui a quand même encore beaucoup de salariés, et on leur dit mais quelles sont votre vision sur quelle molécule ou sur quel axe thérapeutique on va travailler Là, je leur ai posé la question, moi, cette année, en 2026. C'est demain, 2026. Ils m'ont dit, on ne sait pas, ce sera en fonction des opportunités. On a un plan, on change d'orientation stratégique. Ouais. Voilà, on a des orientations stratégiques qui changent tous les 6 mois. Il y a encore 1 an, quand je demandais au chef de la R&D France quelle est l'évolution des effectifs dans notre axe thérapeutique, c'était notre dernier axe thérapeutique français, parce que chaque pays a son axe thérapeutique. Nous, c'était l'oncologie. Quand je lui ai dit quelles sont l'évolution des effectifs, il m'a dit l'épaisseur du trait. Au mois de mars, là, on a eu un CSE, donc un conseil social et économique dans l'entreprise extraordinaire, pour nous annoncer que on arrêtait l'axe thérapeutique oncologie parce que des sociétés, nos concurrents, ont des meilleurs résultats que nous. Et on supprimait donc 70% des effectifs en axe thérapeutique oncologie. J'ai envie de poser la question juste... pour combien de crédits impôt recherche touchés par l'entreprise sans aucune conditionnalité par ailleurs? Alors, en fait, parce qu'ils ont touché les crédits impôt recherche, parce que Sanofi a investi dans le Paris-Saclay Cancer Cluster, qui est un centre qui réunit, centre de recherche, qui réunit l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy et toutes les petites startups qui travaillent sur la recherche sur le cancer. Et Sanofi préfère arrêter sa recherche et développement en interne pour aller vers cette structure, pour essayer de trouver effectivement, racheter potentiellement les licences qui seront découvertes par notre recherche académique en fait. Oui, Catherine Emery l'a dit, c'est un peu depuis la crise Covid qu'on a vu réapparaître ce thème de la désindustrialisation, de la réindustrialisation. Je le disais dans mon chapeau, la France d'Emmanuel Macron, elle assume explicitement une politique de l'offre à base de modération salariale et fiscale des entreprises pour se rendre attractive dans un cadre de liberté de circulation des marchandises, de liberté de circulation des capitaux qui, lui, n'est pas questionné. Qu'est-ce qu'on peut dire, Anaïs Ouagelis, de l'état de la réindustrialisation aujourd'hui, en particulier en France, et par rapport à celle peut-être qu'il faudrait, selon vous, en tout cas? Alors, je sais pas, on parle de réindustrialisation. En fait, on était plutôt dans une situation où on avait arrêté de se désindustrialiser, on avait réussi à stabiliser le poids de l'industrie dans le PIB, et on était dans une dynamique plutôt favorable puisqu'on ouvrait plus d'usines qu'on en fermait, on recréait de l'emploi, y compris dans des secteurs qui avaient pu être emblématiques de la désindustrialisation comme le textile. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que la France, mais pas que, un pays comme l'Allemagne qui est aussi dans une situation de désindustrialisation, on est plutôt en train de se dire c'est peut-être la dernière grande vague avant qu'on n'ait plus vraiment d'industrie en Europe, et en particulier les industries de l'amont, les industries lourdes, donc tout ce qui est production d'acier, d'aluminium, les industries chimiques, qui sont les intrants de toutes les autres industries, mais qui se retrouvent mises sous pression
à cause du prix de l'énergie, de cette demande, mais aussi de l'évolution des réglementations européennes du marché du carbone, qui sont à la fois une bonne chose d'un point de vue environnemental, mais qui sont à la fois insatisfaisantes dans leur définition actuelle, notamment la taxe carbone aux frontières, qui concerne les intrants, mais qui ne concerne pas du tout l'ensemble des chaînes de valeur, alors que si on voulait protéger notre industrie, c'est sûrement vers ça qu'il faudrait aller. Et un peut-être des points faibles de la politique industrielle qu'on a mis en place pour essayer d'engager la réindustrialisation, c'est qu'on a beaucoup misé sur le fait d'avoir un territoire attractif pour attirer des capitaux étrangers, donc pour maintenir et développer les sites industriels à capitaux étrangers, voire implanter des nouvelles unités sur le territoire, mais ça s'est peut-être fait au détriment du maintien du tissu industriel existant et de son développement, d'autant plus que ce tissu industriel existant est confronté à des transitions liées à la transition écologique, notamment dans le secteur automobile. C'est ce que j'allais vous demander. Être attractif vis-à-vis de l'étranger, c'est pas une stratégie en soi. Alors c'est un élément. Je pense que c'est un élément c'est un élément d'une politique industrielle. Ça peut pas être le seul. C'est-à-dire c'est avec le maintien, c'est avec la relocalisation d'activités stratégiques, c'est avec le développement de start-up qui doivent trouver des capitaux en France. Ça ne peut pas être que les start-up, ça ne peut pas être que les capitaux étrangers, ça ne peut pas être que le maintien de l'existant, parce qu'on a aussi besoin de se projeter dans l'avenir. Le problème est que dans notre stratégie d'attirer des capitaux étrangers, on ne joue peut-être pas assez avec le fait d'imposer des transferts de technologies sur des technologies où on serait en retard et qui nous semblent clés pour notre souveraineté. On n'impose pas assez quand on met des mécanismes de soutien à la demande. On n'essaye pas assez de le flécher, parce qu'on s'interdit, on dit que c'est le cadre européen, mais de le flécher vers le territoire national ou le territoire européen. De la même manière, on n'a pas du tout réfléchi à des clauses de localisation, c'est-à-dire dire si vous voulez vendre sur le territoire européen, mais en fait vous produisez en Europe, ou au moins vous respectez les normes européennes. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où on veut réindustrialiser, mais on se heurte aussi à deux choses qui sont les situations européennes sont très hétérogènes et ça nuit au fait d'avoir une politique industrielle, enfin une politique cohérente à l'échelle européenne et une vraie coopération entre les États membres. Et mécaniquement, aujourd'hui, si la France est déficitaire sur le plan commercial, l'Europe, elle, est plutôt excédentaire. Donc quand on parle de réindustrialisation de la France, comment ça se passe dans le contexte européen? Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres États membres? Et quand on parle de renforcer la base industrielle européenne, il faut se dire que ça va se faire au détriment de quelqu'un. La Chine, aujourd'hui, a des surcapacités de production mondiale. Renforcer la base industrielle européenne, c'est dire à la Chine, il va falloir que vous réduisiez votre propre outil de production parce qu'on est limité aussi à des limites physiques. Et ça c'est accepté qu'il y ait un rapport de force, de changer nos modes de discussion, la construction de nos normes, notre rapport au protectionnisme, sur la politique commerciale. Et on ne se pose pas du tout ces questions-là. Et c'est vraiment ces questions qu'il fallait se poser dans la réindustrialisation. Si on se dit la réindustrialisation, c'est rapatrier des usines sans penser le cadre européen et sans penser le cadre mondial. Et pour faire quoi par ailleurs? Et pour faire quoi? Et comment? Et quelle industrie? Dans quel but? Etc. On ne va pas y arriver. Et il y a derrière ça, on dit réindustrialiser, on a la transition écologique, donc on doit transformer nos unités de production. Donc ça pose des questions d'infrastructure. C'est quoi nos investissements en termes d'infrastructure? C'est quoi la politique énergétique de la France? C'est quoi la politique ferroviaire? Et c'est quoi l'anticipation? Parce que toutes ces mutations peuvent aussi induire de la casse sociale. Et donc, comment est-ce qu'on l'anticipe? Et comment est-ce qu'on construit les politiques en faveur de ça? Je donne juste un exemple qui, à mon avis, parlera aux gens qui nous écouteront. À chaque COP, on dit qu'il faut sortir de l'énergie fossile. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut sortir des énergies fossiles au regard de leur bilan environnemental. Une fois qu'on l'a dit, comment ça se traduit en politique industrielle? Sortir des énergies fossiles, déjà, c'est repenser la manière dont on s'habille. Si on donne un exemple vraiment très parlant, 70% sont des matières plastiques dont dérivées du produit fossile. Donc, toutes ces questions-là, il faut qu'on se les pose collectivement. Ça ne peut pas être qu'une réponse politique. C'est aussi le rôle des syndicats de venir interroger et de penser ce futur parce que ça concerne en premier lieu les salariés, ça concerne aussi les entreprises et ça nous concerne en tant que citoyens. Qu'est-ce qu'on veut construire comme société et comment est-ce qu'on contribue par nos choix individuels aussi à ces orientations collectives? Premier pilier, c'est une politique macroéconomique de compétitivité. Emmanuel Macron. Bien souvent, il y avait une forme d'incohérence dans le débat public français. 11 mai 2023. Il faut être honnête, c'est-à-dire on défendait tous l'industrie, mais on était contre les réformes qui le permettaient. C'est-à-dire on était pour l'industrie, mais pour taxer beaucoup plus le capital. On était pour l'industrie, mais pour complexifier le droit du travail. Bon, l'expérience a été faite, ça ne marche pas. Si vous avez un droit du travail plus compliqué que les voisins, si vous taxez plus le travail et le capital, vous créez moins d'emplois parce que les industriels vont s'installer ailleurs. Pardon de le dire en des termes aussi crus, mais c'est un peu la base du constat qu'on a fait. Et donc, on ne peut pas continuer
de déplorer les conséquences dont on chérit les causes. À ce propos, justement, Fabienne Tato, si on dit que la réindustrialisation, ça n'est pas de revenir à l'industrie du passé, ça implique de nouveaux métiers, de nouveaux enjeux. Peut-être qu'on peut même faire le lien avec votre travail, vous, avec le radar travail environnement, c'est-à-dire l'implication dans les entreprises des salariés sur les enjeux de transition. Je dirais quand même déjà un mot, c'est que penser une politique industrielle aussi, en tout premier lieu, c'est penser l'énergie dont on dispose pour pouvoir mener cette transition de notre outil industriel. Or, moi, je tire la sonnette d'alarme aujourd'hui sur ce qui se passe autour de l'implantation des centres de données en France qui se font vraiment à la sauvage, sans aucun cadre de réglementation, puisque ça n'est pas considéré comme un outil industriel, sans aucune concertation avec les populations, alors que l'impact de ces data centers est énorme en termes de demande d'énergie, et que EDF a fait des projections où, selon ces différents scénarios, on s'achemine vers une situation où on n'aura pas assez de production d'énergie pour répondre aux besoins. Donc on est dans ce contexte-là pour réindustrialiser. Donc, si je puis dire, en fait, il faut arrêter de penser les choses en silos. C'est un peu ce que vous disiez. Donc, à l'échelle de la France, il faut arrêter de penser les choses en silos. Il faut savoir tracer les trajectoires. Donc ça, il y a une responsabilité du gouvernement, de l'État, à faire de la planification. On a besoin d'avoir des entreprises qui prennent leurs responsabilités sociales aussi, c'est-à-dire qu'il faut changer en fait les gouvernances et les finalités de l'entreprise. Et je reviens à ce que je disais au départ, la définanciarisation est à mon avis quelque chose qui est incontournable pour avoir des entreprises qui répondent à nos besoins. Et troisième point, je pense que l'implication des salariés, elle est pour nous indispensable parce que on a des grandes compétences en France. Enfin, on a quand même des atouts pour mener la réindustrialisation, nos compétences, les infrastructures dont on bénéficie. Mais aujourd'hui, le destin des entreprises est entre les mains, grosso modo, de quelques actionnaires avec toute la structuration, avec le fait qu'ils sont donneurs d'ordre. Donc en fait, il y a un impact de leur stratégie sur les petites entreprises. Et donc, pour reprendre la main, on a besoin d'avoir des salariés qui soient en capacité, à partir de leur expertise, de s'impliquer dans la stratégie de leur entreprise. Ils connaissent leur travail, ils apprécient les besoins, ils sont capables d'innovation. Mais sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils ont très peu de droits d'intervention, tout comme leurs représentants. Nous ne disposons pas d'assez de droits d'intervention. Donc, ce que nous, on propose à la CGT, c'est un outil qui permet, en fait, d'aller sur ces terrains-là. C'est le radar travail-environnement, et qui permet à la fois aux élus de s'emparer, en l'état actuel, de toutes les prérogatives des différentes instances qui sont très largement insuffisantes, mais qui permettent déjà de faire des choses. Bon, donc on peut le faire déjà mieux qu'on ne le fait certainement en ce moment. Et puis de mobiliser aussi les salariés, leur expertise, leurs propositions, pour faire émerger des propositions. Et notre syndicalisme, celui qu'on défend à la CGT, un syndicalisme de transformation sociale, a cette capacité justement à partir du travail, à s'appuyer sur l'expertise des salariés pour porter ces propositions dans les CSE, mais aussi dans les conseils d'administration, où c'est d'abord les stratégies. Et moi, j'insiste sur le fait qu'il y a un enjeu, finalement, auprès des salariés de syndicalisation, mais en même temps, de bien choisir la forme de syndicalisation. Enfin, ce pourquoi on se syndique. Est-ce qu'on se syndique uniquement pour défendre sa situation actuelle de travail? C'est déjà un premier ressort important. Ça reboucle d'ailleurs avec notre point de départ qui était l'emploi et le chômage. Ouais. Mais je pense aussi que pour nous, pour notre bien-être social, il faut aussi qu'on ait les moyens d'intervenir sur les stratégies d'entreprise. Et ça, il n'y a que la CGT qui est en capacité aujourd'hui vraiment de le proposer. Et ce n'est pas du tout le cas de syndicats catégoriels ou corporatistes qui nous enferment en fait sur un peu la portion congrue de la bataille, quoi. Anaïs Bouagilis, un mot de conclusion. Je voulais surtout réagir sur ce qui a été dit sur les data centers, que je trouvais assez intéressant. C'est de dire aux gens, à la fois, ça prend de l'énergie, ça prend du foncier au détriment de l'industrie. Pour quelle création de valeur et quelle création d'emploi? C'est-à-dire que l'impact est conséquent et ça ne se fait pas en termes de création d'emploi et donc ni de création de valeur. Et c'est un peu tout l'enjeu auquel on est confronté. C'est-à-dire le financement de notre modèle social, c'est aussi notre capacité à créer de la valeur. Et je ne pense pas que les data centers soient la réponse, contrairement à l'industrie.
mais à la condition qu'on définisse ce qu'on veut faire et qu'on y mette les moyens. Catherine Emery. Oui, au niveau de l'industrie pharmaceutique, nous, c'est une industrie qui, en Inde et en Chine, est extrêmement polluante, en fait. Et j'avais vu un dirigeant d'une société pharmaceutique qui disait, si vous voulez qu'on réindustrialise notre production en France et en Europe, il va falloir baisser vos prétentions de protection de l'environnement et des normes, etc., parce que nous ne reviendrons pas, parce que le coût de revient sera forcément plus élevé. Et je trouvais ça dramatique parce que quand on pollue en Inde, en Chine ou partout ailleurs, on n'a qu'une planète. Donc forcément, on sera à un moment impacté. À un moment, si on veut être juste, voir que soi-même, à un moment, on sera forcément impacté. Et que je trouve que dans le prix de quelque chose, ou que ce soit un médicament ou quelque bien que ce soit pris en compte le coût carbone. Parce que aujourd'hui, que la sécurité sociale nous dise je rembourse tel prix sur tel médicament, parce que nous, notre industrie est très très attentive à ces phénomènes, à ces mécanismes de remboursement. Et si on lui dit non, parce que vous l'avez fabriqué au prix de pollution, de vie dans d'autres pays, je pense que ça pourrait les faire réfléchir et à fabriquer de façon plus respectueuse de l'environnement. Et ça peut se faire chez nous. Merci à vous trois, Catherine Emery, Fabienne Tato, Anaïs Voigelis, d'avoir été des nôtres. À la technique, Sébastien Ramage, Stéphane Dujardin, et merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir écoutez jusque-là, diffusez cette émission, abonnez-vous gratuitement mais pas sans coût. Cette émission ne dépend ni de la publicité ni de vos dons. Si vous voulez la soutenir, syndiquez-vous. Salut.